Voilà, c'est parti. Donc, bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de votre présence, du temps qu'on va passer ensemble. Pour information, on est ensemble pendant 1h30, donc jusqu'à 17h30. Cet atelier aujourd'hui, il est co-organisé par HUP Entrepreneur et par Microsoft pour répondre aux besoins numériques des entrepreneurs en situation de handicap. Et la problématique du jour, c'est la communication et la visibilité digitale, qui est un sujet qui est revenu régulièrement parmi les entrepreneurs qu'on accompagne. Donc, pendant ce webinaire, on aura d'abord une présentation du sujet, puis une phase d'échange de questions-réponses. Du coup, durant la présentation, ce qu'on vous recommande, c'est de garder plutôt les micros coupés, sauf bien sûr en cas de prise de parole, d'échange. Mais si vous avez des questions, privilégiez plutôt le chat. On pourra y revenir tout à fait dans cette phase d'échange et de questions-réponses à la fin. Voilà, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table des intervenants qui sont là aujourd'hui. Alors, on est avec Aurélie Naon, qui est notre interprète en LSF, que je ne présente plus, que vous avez peut-être déjà dû rencontrer sur l'un de nos webinaires. Bonjour à tous, pardon, le micro était coupé. Pas de problème. Bonjour, merci Aurélie d'être là. Également de HUP, il y a Virginie Morin qui est coordinatrice de programme chez HUP Entrepreneur. Peut-être que certains d'entre vous l'ont également croisée. Enchantée pour ceux que je ne connais pas encore. Voilà, merci Virginie. Peut-être pour me présenter rapidement aussi, moi je suis Lucie Land, je suis directrice des programmes chez HUP Entrepreneur. Et je termine par notre intervenant du jour, du coup, qui est Philippe Trottin, qui va nous présenter le sujet et qui est directeur de l'inclusion et de l'accessibilité numérique chez Microsoft. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être parmi vous pour redémarrer ces webinaires de l'année. Voilà, merci Philippe d'être avec nous. Donc, ces webinaires, on en organise tous les mois. On avait commencé en début d'année plusieurs ateliers sur l'accessibilité numérique et le numérique pour les entrepreneurs. Et là, on redémarre à partir de la rentrée ces ateliers à partir d'aujourd'hui. Il y en aura un par mois et je vous communiquerai les dates à la fin de notre intervention. Voilà, et du coup, je repasse la parole à Philippe. Merci encore pour être là aujourd'hui. Merci Lucie. Alors, je vais partager mon écran. Alors, j'ai préparé effectivement un support que l'on va dérouler. Hop. Voilà. Donc, normalement, vous devriez le voir. Oui, donc on va parler effectivement de communication et de visibilité, sachant que lorsqu'on a créé un événement l'année dernière en fait avec CashUp chez Microsoft, on avait un peu parlé de personal branding, on avait un peu parlé de visibilité sur les réseaux sociaux, on a eu aussi une intervenante de TikTok qui était venue, on a parlé aussi de LinkedIn, de Twitter. Donc là, l'objectif en fait de la présentation, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé avril 2022, c'est pas grave, c'est parce qu'au départ, on avait prévu d'aborder ce sujet en avril 2022, mais on est bien en septembre, je confirme. Donc l'idée, c'est de parcourir les problématiques que l'on rencontre quand on veut construire une stratégie digitale. Et donc, si on repart simplement de la définition de qu'est-ce que c'est que de la stratégie digitale, hein, l'objectif, finalement, c'est de mettre en place un plan qui nous permet d'atteindre des objectifs business. C'est ça l'objectif d'une stratégie digitale à travers des moyens numériques, donc des moyens digitaux. Alors, dans ces moyens digitaux, on a plein de possibilités, on va en voir un certain nombre aujourd'hui. On a bien entendu les réseaux sociaux, alors là j'ai mis LinkedIn, mais bien entendu on va se retrouver avec Twitter, Facebook, enfin tous les autres réseaux sociaux que l'on peut être amené à utiliser pour sa communication. On va avoir le fait d'utiliser un site internet, ça va être aussi un moyen de communiquer et donc ça va être un moyen aussi d'échanger en fait à travers ses clients, à travers ses prospects, de fournir des informations et d'avoir de la visibilité sur Internet. On va pouvoir relayer de l'actualité également sur cette plateforme. On a un sujet autour des communautés. Donc, quelque part, c'est important finalement autour de sa marque, autour de son entreprise, de créer une communauté hein, à travers des fans. On va peut-être solliciter des influenceurs, on a peut-être des choses comme ça.
Et puis, on a un complément qui maintenant est indispensable, c'est aussi toute la visibilité qu'on va avoir à travers un téléphone mobile. Voilà. Donc, c'est un certain nombre d'exemples, d'outils et de moyens digitaux qu'on peut mettre en place pour créer une stratégie digitale et afin d'obtenir son objectif business. Alors attention, quand on parle d'objectif business, on ne parle pas forcément de vente, on ne parle pas forcément de chiffre d'affaires. Quand on a un objectif business, l'objectif business peut être de se dire, ben moi, je cherche à intéresser des investisseurs, je cherche à intéresser ou à créer une communauté parce que ma solution ne fonctionnera que si on a une communauté de gens participants. Ça, c'est vrai de tous les, justement, les applications très orientées, on va dire, communauté sociale. Et après, on a effectivement peut-être aussi des objectifs commerciaux, on a des objectifs de rentabilité. Donc tout ça, ce sont les objectifs business qu'on va se donner. Donc au départ, ce qui est important dans sa stratégie digitale, c'est de commencer à se dire quels sont mes objectifs, quelles sont mes priorités, quels sont les moyens que je veux mettre en place, et je vais bâtir un plan progressif avec un planning, avec des actions qui vont me permettre en fait de mettre en place cette stratégie digitale. Alors, on a différents aspects à considérer. Quand on va parler de stratégie digitale, on peut se dire, ma stratégie digitale, ça peut être une stratégie de communication. Donc là, on est vraiment sur la partie marketing digital que l'on voit au centre de la présentation. Le but, là, c'est de faire du marketing pour améliorer mes ventes, pour améliorer mon image, pour capter mon audience. Mais il ne faut pas oublier que quand on crée une stratégie digitale, on a aussi des sujets autour des solutions pour les collaborateurs. On veut développer des solutions pour ses salariés, pour voilà, les personnes avec qui on travaille. Ça peut aussi faire partie d'une stratégie digitale de se dire à un moment donné, ben, pour que ça fonctionne, je vais aussi, moi, influencer mes propres collaborateurs, les personnes qui travaillent avec moi, parce que ce sont aussi des personnes qui vont communiquer, ce sont aussi des personnes qui vont toucher une audience, et du coup, ben, le fait de s'appuyer sur ses collaborateurs pour communiquer, ça peut être aussi un aspect. Et puis de l'autre côté, quand on parle de stratégie digitale, on peut aussi aborder un sujet qui est le développement d'applications numériques. Je suis moi-même à l'origine du développement d'une solution numérique, donc finalement, ma stratégie digitale, ça va être aussi mon planning de développement de certaines fonctionnalités, ça va être, voilà. Donc il ne faut pas ne voir que l'aspect marketing digital et visibilité, il faut aussi dans une stratégie digitale considérer l'interne et considérer éventuellement les solutions que l'on développe nous-mêmes. On va rentrer plus précisément dans ces différents aspects. Si on parle de solutions de l'entreprise, j'en ai cité quelques-unes ici, mais ce n'est pas exhaustif du tout, les outils traditionnels qu'on met en place dans les entreprises, c'est les solutions bureautiques, un traitement de texte, un tableur, enfin ce qu'on a à travers Windows, à travers Office par exemple. Ça va être des logiciels de gestion, un ERP, PGI, un CRM, des solutions RH, enfin voilà, donc tout un tas en fait de logiciels qui peuvent aussi faire partie de sa stratégie parce que la stratégie peut être à la fois de communiquer, mais aussi de rendre accessibles ces outils pour être en capacité finalement demain de mieux gérer un certain nombre de problématiques que mes clients peuvent avoir. Et donc si moi je suis capable de les gérer en interne, je vais pouvoir expliquer à mes clients comment eux-mêmes vont pouvoir adresser ce sujet-là dans leurs entreprises. Alors, quand on va parler de stratégie digitale par rapport aux solutions de l'entreprise, moi, je propose une approche qui n'est pas forcément l'approche que tout le monde prendra, mais c'est une approche comme une autre. C'est déjà essayer d'identifier pourquoi on veut mettre en place une stratégie digitale, c'est quoi les difficultés que je rencontre. Est-ce que je manque de productivité? Est-ce que ma solution elle est indisponible? C'est une solution web, mais mon web il ne fonctionne pas si bien que ça. J'ai des moments où ma solution ne fonctionne pas. Je manque d'agilité parce que quand je dois créer de nouvelles fonctionnalités, quand je dois paramétrer ma solution pour un client particulier, c'est compliqué. Et puis, il y a certaines fonctionnalités qui manquent, qui font que ma solution aujourd'hui, elle n'est pas optimum et elle risque de se faire dépasser par des concurrents ou elle risque d'être considérée comme has-been parce que finalement, elle ne va pas dans le sens des besoins de mes utilisateurs. Au centre, c'est un sujet autour du recensement des solutions du marché parce qu'on va toujours bâtir une stratégie sur ces outils digitaux à travers évidemment les idées que l'on peut
voir à travers des sujets qui sont adressés par d'autres solutions. Donc, il faut toujours être capable de faire un peu de veille technologique, de regarder quelles sont les solutions qui existent sur le marché, éventuellement les benchmarker, se dire est-ce que certaines de ces solutions sont appropriées pour mon contexte à moi, est-ce que je ne vais pas lancer un appel d'offres pour voir comment certains partenaires pourraient proposer des solutions qui pourraient, on va dire, être complémentaires à la solution que je mets en place en interne pour répondre à mes difficultés. Et puis, monter éventuellement des partenariats ou se rapprocher de structures qui pourraient quelque part être complémentaires à la mienne et qui pourraient du coup apporter des solutions aux difficultés que je rencontre. Voilà. Et puis après, quand on met en place une stratégie digitale au sein d'une entreprise, c'est comment on va planifier les différentes opérations à réaliser, comment on va former les gens, comment on va déployer la solution, puis comment on va vérifier si, une fois que j'ai déployé la solution, si les problèmes et les difficultés que j'avais identifiées sur la partie gauche, elles sont réglées, ou en tout cas, j'en ai réglé un certain nombre. Et puis, c'est un processus itératif, donc quand un responsable informatique dans une structure bâtit sa stratégie, souvent c'est une stratégie à plusieurs années, et puis c'est itératif et on continue à s'améliorer, à développer de nouvelles solutions pour progresser. Donc sur une PME ou une TPE, forcément une stratégie digitale est plus modeste entre guillemets en termes d'approche, mais on peut s'appuyer sur ce qui est fait dans les grandes entreprises pour s'en inspirer. Parce que si à un moment donné, vous dites, voilà, moi, dans ma stratégie digitale, je considère que les outils de communication que j'ai mis en place ne sont pas optimum, que je ne communique pas bien avec mes clients, que je ne communique pas bien avec mes prospects, quelque part, c'est des difficultés à adresser et il faut regarder finalement quelles solutions du marché vont me permettre d'y répondre et comment je vais décider de choisir une solution pour la mettre en œuvre, pour me permettre d'aller plus loin. Alors, ce n'était pas le centre de la présentation, mais je voulais absolument aborder ça parce que si on parle stratégie digitale, il ne faut pas faire l'impasse sur les solutions internes dont va faire face en fait un responsable informatique ou un chef d'entreprise qui souhaite se développer, parce que se développer, c'est aussi mettre à disposition de ses collaborateurs et collaboratrices des outils qui vont leur permettre de travailler, de collaborer, d'échanger, de générer de l'innovation, etc., etc. Donc, on ne peut pas faire l'impasse en fait sur ces sujets-là. Et on a vu dans les précédents webinaires, on a parlé d'accessibilité numérique, donc on a vu finalement que les outils collaboratifs que l'on mettait en place pour permettre d'échanger, c'était des outils qui permettaient d'adresser aussi les sujets de handicap, des sujets de productivité à travers des outils comme de la dictée vocale par exemple, et aussi éventuellement de mettre une plateforme d'échange pour collaborer avec d'autres structures, parce que je pense qu'en tant que PME ou TPE, on ne peut pas faire seul, et le mieux, c'est de regarder quelles sont les synergies que l'on peut trouver en termes de partenariat pour progresser, pour faire évoluer sa structure, pour répondre à des sujets qu'on ne pourrait pas adresser soi-même facilement. Des partenaires peuvent le faire, et finalement, les entreprises qui marchent le mieux, c'est les entreprises qui réussissent à trouver cette complémentarité, et du coup, tout le monde y trouve son compte. Alors, le centre de la présentation d'aujourd'hui, ça va être vraiment le sujet marketing digital, communication digitale, finalement, avec comme ambition, évidemment, souvent de diffuser à la fois de l'information, d'améliorer ses ventes, d'améliorer son image et de communiquer pleinement. Alors, si on parle de stratégie digitale dans un cadre marketing et communication, il y a plein de choses autour de la stratégie. Déjà, c'est qui ma cible? Qui je veux toucher? Est-ce que c'est ma communauté à qui je n'adresse pas suffisamment d'informations et du coup, je risque de perdre ces clients parce que quelque part, je ne les informe pas des nouveautés, je ne les informe pas des nouvelles versions qui sortent, je ne les informe pas que de la vie de l'entreprise. On crée quelque part de l'appétence avec des fans. C'est ce qu'ont bien compris des sociétés, par exemple, comme Apple, Microsoft aussi, mais sur lequel, finalement, quand une nouveauté sort, on va en faire un événement. Et cet événement va être le moment, finalement, dans lequel on va mettre en avant des fans de sa structure, des fans de ses solutions, qui vont finalement devenir les meilleurs vendeurs.
Qui d'autre qu'un client pour valoriser le travail que vous avez mené et les solutions que vous avez construites? Et donc ça, c'est un sujet. Quels sont les objectifs? C'est quoi le résultat? Parce que finalement, quand on élabore une stratégie, il faut essayer de se dire, voilà, mon objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir plus de fans? C'est de vendre davantage? C'est d'informer mieux? Voilà, c'est quoi mes objectifs? C'est quoi les canaux de communication? C'est ce qu'on voyait tout à l'heure en introduction de la présentation, les moyens de communication, les réseaux sociaux, le web, de l'affichage, des flyers dans un salon. Enfin, il y a plein de moyens de communiquer, de donner de la visibilité à ces solutions. C'est quoi le planning? Et quand on parle de planning, on va le revoir un peu dans le détail, mais on peut surfer aussi sur un certain nombre d'événements qui peuvent exister, qui ont une grosse visibilité. Et donc, on peut s'appuyer finalement sur un certain nombre de choses qui existent déjà pour se faire connaître et développer justement sa stratégie de communication. Quels sont les outils qu'on va mettre en place, les solutions qu'on va utiliser? Puis en termes de compétition, c'est toujours important de se benchmarker par rapport à la compétition. Pourquoi? Parce que quand on va communiquer justement sur ces différences. On va communiquer sur le fait que nous, notre solution, elle adresse des choses qu'éventuellement la compétition n'adresse pas. Ou alors on va avoir un prisme différent. Alors je vais vous parler tout de suite d'un exemple. Moi, je vais prendre l'exemple de l'accessibilité numérique. Côté Microsoft, on considère que le fait d'être en capacité d'adresser tous les utilisateurs de notre suite Office notamment, c'est un avantage compétitif par rapport à des solutions comme OpenOffice, comme toutes les autres solutions du marché qui finalement sont beaucoup moins inclusives. Donc c'est un élément de différenciateur. Et donc, nous, on va communiquer sur ces éléments de différenciateurs. Forcément, on va appuyer sur l'endroit où on va faire mal à ses concurrents parce que finalement, on a une avance et il faut capitaliser sur cette avance et il faut communiquer sur cette avance pour que quelque part, on ait davantage de gens sensibles ou pas à la solution, mais en tout cas intéressés par ce que l'on a fait. Je vais peut-être faire une pause rapide s'il y a des questions déjà à ce niveau-là, et puis après on va rentrer dans le détail. Lucie, est-ce qu'il y a des questions déjà dans le chat ou pas? Alors, je ne vois pas de questions dans le chat pour l'instant. S'il y en a, n'hésitez pas à les poser à l'oral. C'est le moment de se démuter. On n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à m'interrompre et éventuellement à poser des questions. Sinon, on le fera à l'issue, mais si vous avez envie de réagir déjà, n'hésitez pas. Si je n'ai pas de réaction, je continue. Allons-y. Alors, on va regarder finalement, quand on veut mettre et bâtir une stratégie de communication digitale, qu'est-ce que ça comprend? Alors, ça comprend plusieurs choses. Donc, on a parlé de benchmark. C'est toujours bien de benchmarker une solution parce qu'on se confronte à la compétition, on se confronte à ce qui est sorti entre-temps et on essaye de voir en quoi notre solution est différenciante ou au contraire, en quoi notre solution, elle couvre des sujets qui sont déjà couverts par l'ensemble du marché. Communiquer sur quelque chose qu'on a développé, sachant que tout le monde le fait, ça n'a aucun intérêt. Alors que communiquer sur quelque chose que l'on a fait mais que les autres ne font pas, là, c'est beaucoup plus intéressant. Dans la stratégie de communication, évidemment, il faut aussi développer un concept créatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a besoin d'un visuel, on a besoin d'une thématique, on a besoin d'une image de marque, on a besoin d'une façon finalement de communiquer quelque chose de façon à ce que ça permette de marquer les lecteurs ou de marquer l'audience en fait que l'on a réussi à capter. Quand on a quelque chose que l'on va reprendre dans un mode épisode par exemple, le fait d'avoir quelque chose qui soit toujours formaté de la même façon, ça permet aux gens de se dire « Ah oui, je le raccroche à ce que j'ai vu au préalable et donc ils vont m'intéresser ». Donc, c'est un peu le principe de la publicité. Si on prend certaines marques, quelque part, je ne sais pas, je vais prendre les publicités Evian par exemple, leur image de marque, c'est souvent le bébé et l'eau. Et donc, ils cherchent effectivement à surfer sur cette image-là et toutes leurs pubs concernent, depuis des années et des années, on a un suivi, en fait, entre guillemets, de l'image de cette marque. Et donc, l'importance pour moi dans de la communication digitale, c'est de vous vraiment créer votre identité.
Et cette création d'identité, elle va passer par un concept créatif qui va vous permettre de vous démarquer. Donc ça, c'est important. Après, on a des actions de communication. Alors, quand on veut communiquer, on a plein de façons de le faire. On a des salons. Donc, il y a des salons qui peuvent exister et qui sont destinés à votre audience. Si vous faites, je ne sais pas, une application ou une solution qui est dans le monde médical, il va falloir sauter sur tous les salons dans lesquels soit des médecins, soit des prescripteurs, soit des gens qui sont dans ce domaine médical vont être positionnés. Si on est plutôt sur un axe éducation, on va regarder des salons comme Educatech, on va regarder des salons qui vont concerner, pareil, tous les décideurs, voire tous les utilisateurs potentiels de votre solution. Parce que si on parle d'éducation, ça peut toucher des enseignants, ça peut toucher des décideurs au sens administratif du terme, mais ça peut toucher aussi les étudiants ou les enfants qui vont utiliser ces solutions. Donc après, il faut voir si on veut surfer sur une solution qui est plutôt destinée à des étudiants, on va plutôt aller voir des salons organisés, je ne sais pas, par le monde de l'éducation ou par l'étudiant. Là où si on est plutôt sur des institutionnels ou des décideurs, on va plutôt aller dans des salons comme Educatech. Après, là, j'ai cité quelques exemples dans le monde médical ou dans le monde de l'éducation, mais il faut effectivement voir quel est l'agenda dans lequel vont s'inscrire vos utilisateurs. Parce que quasiment tout le monde, tous les gens qui ont à prendre des décisions, vont être amenés à aller regarder ou à participer en fait à ces salons, qui est le moment dans lequel ils vont faire ce benchmark et ils vont mesurer les différentes solutions qui existent. Peut-être quelqu'un dans la discussion, je vois quelqu'un qui a mis quelque chose. Non, c'est juste moi qui partageais un pardon. webinaire parce qu'on parlait tout à l'heure de concept créatif. Je partageais un autre webinaire sur l'identité visuelle. Voilà, si ça intéresse certains veulent aller plus loin. Oui, alors n'hésitez pas, c'est très, très, très important. Donc ça, ces salons et le fait quelque part d'utiliser ça pour vous faire connaître, c'est intéressant. Il y a deux moyens d'être dans des salons. Soit d'acheter un espace, mais souvent ça coûte de l'argent et c'est cher, soit finalement d'aller faire du porte-à-porte et d'arriver avec des flyers, des cartes de visite et puis d'aller discuter avec les gens qui sont déjà présents sur les salons. Donc ça dépend un petit peu de votre démarche. Si c'est une démarche pour aller nouer des partenariats, c'est une bonne idée, par exemple, de démarcher les gens qui sont sur certains salons. Si au contraire, c'est de capter une nouvelle audience, il est peut-être préférable quand même d'avoir un point d'accroche sur lequel vous allez pouvoir discuter avec une audience qui sera intéressée par les solutions que vous allez construire et que vous allez développer. Les réseaux sociaux, c'est incontournable. Alors après, on avait justement fait une session sur les réseaux sociaux. Ce qui est important sur les réseaux sociaux, déjà, il y a des réseaux qui se prêtent plus ou moins, on va dire, au type de communication que vous allez mettre en place. Forcément, si on est sur une communication qui est très visuelle, on va aller sur de l'Instagram, c'est évident, parce qu'on va prendre des photos d'une solution, de clients qui utilisent la solution, de moments importants qui vont vous permettre finalement de rendre visible une actualité qui est liée finalement à l'usage de votre solution. Donc ça peut être un bon moyen. Si on est plutôt sur un environnement très professionnel, on va plutôt aller sur du LinkedIn, dans lequel finalement LinkedIn, on va retrouver un réseau de professionnels qui vont être intéressés par la solution et puis on va pouvoir utiliser tous les outils qui sont proposés par des solutions comme LinkedIn pour aller faire du démarchage, pour aller moi, je suis, en tant que, entre guillemets, client de solution, je suis en permanence sollicité et démarché sur LinkedIn pour voir si telle ou telle solution peut m'intéresser par rapport à mon profil. Donc, on peut cibler une audience beaucoup plus facilement grâce, en fait, à ce type de solution. Si on est sur de la communication instantanée, on va plutôt aller sur du Twitter, sur lequel on va mettre en évidence, tiens, je suis passé à un endroit, je prends une photo, je la commente, et on va être plus sur de l'instantané, moins sur du fond, entre guillemets. Donc, chaque réseau social, finalement, a son intérêt. Le mieux, c'est d'être en capacité d'en adresser plusieurs et pas rester sur un seul réseau social. Je pense que c'est assez important. Attention à la communication inclusive sur les réseaux sociaux. Chaque fois que vous mettez une image, n'oubliez pas de la commenter, n'oubliez pas d'être inclusif dans votre façon de communiquer. C'est aussi l'image de marque de l'entreprise.
de communiquer de façon inclusive. Ce qui est très important dans les réseaux sociaux, ce n'est pas de faire 10 000 communications dans la même journée. Ce qui est très important, c'est d'avoir une régularité dans sa communication avec quelque chose qui soit de l'ordre de, au minimum, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, communiquer quelque chose. Et donc, pour pouvoir communiquer, il faut avoir une actualité. Et c'est ça le plus dur. Parce que dans l'actualité, il faut se la créer parce que soit on a participé à un salon, soit on a une nouvelle fonctionnalité qui sort, soit on a un nouvel utilisateur qui souhaite témoigner de la solution qu'on a développée. Il faut trouver une actualité et ensuite communiquer sur cette actualité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours simple. Ça dépend de la solution qu'on a. On peut aussi communiquer sur des partenaires qui quelque part, sont aussi un bon moyen de valoriser la solution d'un partenaire. Ça permet aussi aux partenaires de réagir et en retour de valoriser votre solution. Donc, il y a quelque part un win-win qui s'établit entre votre façon d'adresser le sujet et comment les gens que vous allez valoriser vont aussi vous valoriser. Donc après, on a parlé de concept créatif, on a parlé d'action. Après, il faut créer un support de communication, hein, donc une image, des accroches, enfin, il faut avoir du fond, en fait, et de la forme. Donc, il faut vraiment les deux. Le planning, si vous voulez créer une campagne de communication spécifique, on peut le faire. Il y a des campagnes qui sont payantes, on peut acheter des mots-clés, on peut, il y a plein de façons finalement d'adresser le sujet. Le planning peut être indexé sur l'actualité. Je vais donner un exemple, et je pense qu'il y a plein de grosses entreprises qui sont en train de se regarder aujourd'hui en se disant c'est quoi notre actualité prochaine? Ah tiens, il y a les JO, tiens, il y a les Jeux handisport. Peut-être que pour nous, par rapport à l'audience qu'on veut avoir, c'est cette image-là qu'on veut véhiculer. Et dans ces conditions, dans les actions de communication, on va peut-être faire appel aussi à des influenceurs. Beaucoup de communicants aujourd'hui, d'équipes marketing et autres, vont chercher des influenceurs qui vont, entre guillemets, représenter l'image de marque, ou en tout cas l'image que l'on veut utiliser pour sa structure. Sachant que dans les influenceurs, l'influenceur, il va falloir choisir aussi par rapport à sa cible. Si on choisit un sportif en situation de handicap, c'est pour valoriser le côté sport, le côté dépassement de soi, le côté… Voilà, donc il faut quelque part aussi que ce que l'on véhicule en termes d'image de l'entreprise soit bien associé à cet influenceur. Si on cherche à attaquer une population très jeune d'utilisateurs, on va plutôt aller chercher des gros influenceurs qui existent, hein, des jeunes qui sont des gros influenceurs. Et il suffit d'aller, moi je vais interroger mes enfants pour tout de suite se dire c'est quoi le top 3 des influenceurs qui marchent le mieux en ce moment, et je vais très très vite trouver l'influenceur. Ça peut être du Squeezie qui fait plus de 5 millions de visiteurs, etc. Mais c'est des coûts. Donc ça veut dire que est-ce qu'on va se permettre, entre guillemets, est-ce qu'on a besoin de faire décoller rapidement sa solution parce qu'on a besoin d'aller chercher finalement des financements, on a besoin d'aller chercher des investisseurs qui vont nous permettre de nous développer, et dans ces conditions, ça vaut le coup de marquer un bon coup pour capter une audience plus importante, ou est-ce qu'au contraire, on va considérer que finalement, c'est peut-être trop cher par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Au-delà donc du planning de la campagne, c'est aussi d'avoir une suite logique, hein. Ça veut dire que quand on va créer une campagne de communication ou une campagne marketing, on ne va pas l'axer non plus sur un seul support ou sur une seule action de communication. On peut avoir, je sais pas, on se dit par exemple, tiens, je vais peut-être louer un lieu pour réunir un certain nombre de prospects ou de clients potentiels. En fonction de ma taille, je vais voir plus ou moins grand, on va dire, hein. On n'est pas obligé de louer un palais des congrès, mais on peut très bien voir aussi régionalement avec des lieux qui peuvent être prêtés en fait à des startups, qui peuvent être prêtés à des petites structures pour voilà, organiser un petit événement qui nous permet de communiquer, et à travers les réseaux sociaux, qui nous permet de faire venir du monde. Et le fait de faire venir du monde, c'est aussi un moyen de communiquer derrière, parce qu'on va pouvoir faire de la communication avant l'événement,
pendant l'événement, évidemment, avec du Twitter en mode instantané, et puis après l'événement, pour surfer sur les témoignages qu'on a pu capter, sur les gens qui sont venus, etc. Et donc, il ne faut pas oublier, quand qu'on organise un événement, de trouver un moyen aussi de capturer des témoignages, de capturer des instants intéressants pour de l'événement qui vont nous permettre derrière de communiquer. Alors, ça veut dire aussi penser au droit à l'image, penser à tout un tas de sujets qui peuvent être liés en fait au droit à communiquer sur l'événement. Donc ensuite, on va essayer de se planifier un budget parce que dès qu'on veut communiquer, mine de rien, il y a des choses qui ont un coût. Alors ça peut être un coût financier, entre guillemets, ou ça peut être un coût en temps passé, parce que ça peut être de dire à une personne de l'équipe, tiens, est-ce que tu peux t'occuper de la communication? Est-ce qu'on a un community manager? Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut aller modifier son site modifier le site internet, faire un peu de com sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il va falloir soit allouer, entre guillemets, des ressources de l'entreprise pour le faire, soit financer, entre guillemets, ces actions avec un budget pour pouvoir acheter voilà, les lieux si on organise un salon, payer de l'achat de mots-clés si on veut acheter des mots-clés sur Internet pour augmenter sa visibilité, etc. Sachant que l'aspect le plus important pour moi dans cette stratégie, c'est surtout de faire un ratio entre le budget et l'impact. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent sur un sujet qui aura très peu d'impact. Et donc, il faut être capable de pondérer, entre guillemets, son budget. S'il y a quelque chose qui coûte extrêmement cher, si c'est indispensable, c'est au détriment forcément d'autres actions. Donc, il faut toujours, lors de la construction de cette stratégie digitale, mesurer le pour et le contre et se dire, est-ce que je vais mettre autant d'argent par rapport à l'impact que je vais avoir, ou est-ce qu'avec finalement peu d'argent, je vais essayer de maximiser l'impact? Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'il faut obligatoirement avoir des éléments de mesure du résultat. Et donc, il faut déjà, avant même de lancer une campagne marketing, avant même de communiquer, il faut déjà se donner des ambitions et des éléments de mesure. Est-ce que je veux mesurer l'audience qui vient sur mon site web? Est-ce que je veux mesurer le nombre de personnes qui ont rempli un formulaire? Est-ce que je veux mesurer le nombre de personnes qui sont venues dans mon stand lors d'un salon? Et est-ce que j'ai prévu la possibilité de capturer l'ensemble des cartes de visite des gens qui sont venus me voir? Parce qu'il va falloir que j'utilise en fait l'ensemble de ces cartes de visite pour derrière faire de la communication ciblée en disant vous êtes venu ou on s'est vu sur le salon XYZ, je vais vous donner un certain nombre d'informations complémentaires, ou alors par rapport à ce que je vous ai dit, notre structure a évolué et maintenant on a un produit qui est disponible dont vous pourriez bénéficier. Et donc ça, il faut le faire avant même finalement que l'on ait déjà un produit finalisé vendable, entre guillemets. Donc quand on est une start-up, ça peut être intéressant de se rendre visible. D'ailleurs, les campagnes, par exemple, de crowdfunding se basent beaucoup là-dessus, c'est donnez-nous de l'argent et si on atteint une certaine somme, on sera en capacité de développer cette solution et vous serez nos premiers clients à des prix préférentiels. C'est le principe même des sujets de crowdfunding. Voilà. On a évidemment des agences spécialisées de communication, de marketing. On a aussi des écoles. Moi, la semaine dernière, par exemple, j'ai fait travailler une 50aine d'étudiants sur une stratégie marketing pour mettre en avant les fonctionnalités d'accessibilité de la plateforme collaborative Teams, par exemple. Donc, pendant 4-5 jours, ils ont travaillé sur ce sujet-là. Ils ont eu une soutenance vendredi dernier. C'était une école qui était à Lille. Et donc, on a regardé le résultat de leur présentation. Et donc, ils ont dû, dans leur stratégie, utiliser l'ensemble des points que je vous cite en fait sur cette présentation. Quelques questions par rapport à ça ou pas du tout? Ou est-ce que c'est clair? Ou est-ce que je suis en dehors des clous par rapport à vos attentes? N'hésitez pas à vous démuter si vous avez besoin d'interagir. Pour l'instant, pas de questions dans le chat, mais comme Philippe l'a dit, n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez creuser certains sujets. Pas d'intervention? Ok, je continue alors. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi se définir ses objectifs dans cette campagne, dans cette stratégie de communication. Quels sont les objectifs? Les objectifs, ça peut être de gagner en visibilité, parce que finalement, la visibilité, ça a du bon, ça va permettre à un moment donné
d'avoir une audience suffisante vers laquelle on pourra communiquer sur la disponibilité de ces solutions. Donc, la visibilité, c'est important. Le fait de créer aussi une communauté, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, avoir une communauté de fans, une communauté d'utilisateurs, une communauté de prospects qui a envie à terme peut-être d'acheter votre solution, d'acheter votre service, d'acheter votre… ça dépend quel est finalement ce que vous créez en termes de solutions numériques, mais la création de cette communauté, c'est assez important. Et donc, il ne faut pas hésiter à avancer dans ce sujet visibilité et communauté avant même tout de suite de parler de vente. La création d'un site e-commerce, ce n'est pas par ça qu'on va commencer quand on va finalement développer une solution. Avant que les gens viennent acheter, il faut être capable finalement déjà de les attirer et déjà de les avoir identifiés. Donc, il va falloir attirer des consommateurs. Potentiellement, un sujet aussi d'une PME ou d'une TPE peut être de se dire, moi, mon objectif, ce n'est pas tellement finalement les consommateurs, c'est les investisseurs. J'ai une super idée, je pense que mon idée, elle est vraiment bonne, mais pour que je puisse la développer, évidemment, il faut que j'aille chercher des fonds, il faut que j'aille chercher des investisseurs. Et donc, pour que je puisse trouver des investisseurs, il va falloir que je construise mon business plan, il va falloir qu'il soit solide. Et à l'intérieur, évidemment, d'un business plan, qu'est-ce qu'on va retrouver? Son plan de communication. Parce que finalement, un investisseur va être intéressé sur votre capacité, d'un point de vue marketing, à être capable d'aller chercher une communauté, d'aller chercher des prospects, etc. Parce que l'investisseur, il se dit, moi, je vais mettre de l'argent sur la table parce que je crois à l'idée et puis je crois surtout que cette idée va intéresser beaucoup de consommateurs. Donc, sans ça, l'investisseur, il ne mettra pas un penny sur votre application ou sur votre solution ou votre service. Voilà. Donc, ça, c'est important. Dans l'objectif de communication, je l'ai aussi indiqué tout à l'heure, informer le marché finalement qu'il y a une nouvelle solution, quelque chose est sorti, une nouvelle fonctionnalité, quelque chose de différenciant, une innovation qui est brillante et que les autres compétiteurs n'ont pas forcément. Et puis, l'objectif peut être aussi donc, de trouver des partenaires. Et donc, ces partenaires peuvent être à la fois des partenaires d'un point de vue, on va dire, complémentarité de votre solution avec la leur. Donc, ça peut être un partenariat comme ça. Ça peut être un partenariat dont le partenaire est intéressé à la vente de votre solution. Ça peut être un revendeur, enfin, ou quelqu'un qui, en tout cas, se dit, moi, par exemple, imaginons que vous développiez une solution qui permette de faciliter la mise en accessibilité d'un site Internet. Peut-être que des structures qui vendent du service autour de la mise en accessibilité de sites Internet peuvent se dire que ça peut être plus intéressant pour eux de vendre votre solution et que eux vendent le service associé. Donc, quelque part, ces partenariats peuvent être assez divers, entre guillemets, mais il faut trouver cette complémentarité parce que pour grossir, à un moment donné, il faut avoir à la fois des clients et des prospects, mais il faut aussi avoir un écosystème et des partenaires. En tout cas, c'est la philosophie qu'on peut avoir dans des entreprises comme Microsoft, mais comme énormément de structures. On peut rarement faire seul, on a besoin de trouver ses partenaires. Il peut y avoir d'autres objectifs qui m'ont échappé. Dans les objectifs, il peut aussi y avoir, par exemple, je ne l'ai pas cité, mais le fait que votre différenciateur, c'est peut-être un différenciateur qui est relatif à l'actualité du moment. L'actualité du moment, on parle beaucoup d'écologie. Peut-être que votre élément différenciateur ou votre ambition, finalement, c'est d'améliorer un sujet de société, je sais pas, de trouver une solution qui consomme moins d'énergie ou qui soit plus green, ou, etc. Donc, ça peut aussi, par rapport aux objectifs, vous dire, moi, c'est ça mon différenciateur. Donc, mon objectif, c'est que tous les gens qui sont de près ou de loin intéressés à ces thématiques écologiques mettent en avant ma solution parce qu'elle est plus intéressante, elle est moins énergivore que d'autres solutions du marché. Voilà. Donc, ça peut être excessivement variable, en fait, ces objectifs. Alors, c'est quoi votre cible en fait? Donc, vous allez communiquer. Donc, forcément, dans la cible, on a ses clients. Les clients, ça fait toujours partie de la cible que l'on a. Forcément, c'est déjà des gens convaincus puisqu'ils ont mis de l'argent sur la table pour acheter votre solution.
Des prospects, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ben, « moi, je suis intéressé par votre solution, mais peut-être que je ne l'ai pas encore acheté parce qu'il me manquait des fonctionnalités, il me manquait, voilà, je n'étais pas encore complètement convaincu, ou alors je n'ai pas encore eu le temps de benchmarker votre solution par rapport au marché, donc je n'ai pas encore sauté le pas et je ne suis pas encore devenu client. Mais par contre, ben, c'est quand même des gens avec qui il va falloir communiquer parce que c'est des futurs acheteurs potentiels. » Ça peut être une nouvelle catégorie d'utilisateurs parce que finalement, vous avez développé une solution et puis vous la complétez par quelque chose qui adresse en fait des besoins complémentaires et donc vous allez vouloir cibler une communauté particulière d'utilisateurs. Donc, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure du médical, on parlait de l'éducation, on parlait… alors, ça peut être aussi une communauté qui est liée à votre domaine d'activité. Hein. Je ne sais pas, vous êtes sur un sujet bien particulier, je ne sais pas, moi, un sujet autour de l'agriculture, bah, peut-être que vous voulez toucher la communauté des agriculteurs en France, par exemple. Ou ça peut être dans les catégories, le fait de dire, ben, ma structure, si on veut qu'elle se développe, il faut obligatoirement qu'elle se développe à l'international. On a au moins besoin de ça pour intéresser un investisseur étranger éventuellement. Et donc, quelque part, on a besoin de cibler une communauté qui est plus large que la communauté qu'on avait au préalable. Ça peut être une industrie particulière, hein, un vertical. Je sais pas, j'ai une solution pour adresser le monde de la banque. J'ai une solution pour adresser le monde du retail. J'ai une solution, voilà. Donc, quelque part, ben, il va falloir effectivement dans sa cible se dire ben, je communique à la fois auprès de mes clients, auprès de mes prospects, puis toutes les personnes qui, peu ou prou, sont dans cette industrie-là. Ou alors sur un métier, j'ai développé une solution ressources humaines qui est particulièrement bien ou une fonctionnalité particulièrement bien qui peut être utile à je sais pas, tous les commerciaux d'une entreprise. Et ben, typiquement, vous allez cibler un métier. Et donc là, quand on fait un ciblage horizontal, vous allez avoir probablement des associations qui regroupent les gens qui vont travailler dans un métier particulier. Donc, vous allez facilement trouver ces associations et vous pouvez facilement aller voir ces associations et leur faire part d'éléments intéressants que vous auriez développés pour les amener à communiquer sur votre solution auprès de l'association. Et puis, ben, on a déjà parlé des investisseurs, c'est aussi potentiellement une cible. Je vois dans la discussion peut-être quelques réactions ou pas. J'ai pas vu. Oui, il y a une personne qui disait ça ne touche pas les entreprises de services, point d'interrogation. Alors, je ne sais pas sur quel aspect on… Alors, si, bien entendu, les entreprises de services, quand je parlais de produits, c'est produits et services. Hein. Bien entendu, vous avez développé une offre de service particulière que vous avez envie de vendre. Eh ben, c'est la même chose. Vous allez devoir vous dire, ben, cette offre de service, quelle industrie elle va toucher ou quel métier elle va toucher ou en quoi cette offre de service est différenciante sur le marché. Et bien entendu, vous allez communiquer sur cette offre de service. Après, le côté compétition sur une offre de service peut être lié au fait que soit vous avez une expertise ou une expérience qui est différenciante et donc vous allez capitaliser sur des témoignages de clients qui vont vous permettre quelque part de vous démarquer de la concurrence parce que voilà, vous avez réussi quelque chose d'exceptionnel. Et donc, ou un projet qui a particulièrement réussi et qui est extrêmement visible, ou qui est peut-être votre plus gros projet avec votre plus gros client, ça peut être intéressant de communiquer parce que ça va être aussi du win-win entre votre client et vous-même, parce que faire témoigner un client, c'est le mettre en visibilité. Et votre client, la personne qui est votre interlocuteur chez un client, c'est assez intéressant de lui donner plus de visibilité pour montrer en quoi il a bien fait de choisir votre solution. Et c'est toujours valorisant pour le client d'apparaître dans une communication parce que quelque part, bah alors après, il faut que l'entreprise l'accepte. Hein, il y a des entreprises qui verrouillent cet aspect-là. Hein, si je prends une entreprise comme L'Oréal, alors je prends des grandes entreprises comme exemple, hein, j'aurais pu choisir des plus petites, mais sur l'exemple de verrouiller la communication, des entreprises comme L'Oréal, elles ont un responsable de communication qui va valider tout ce qui part dans la presse ou dans les médias. Vous ne pouvez pas, en tant que chef de produit, vous dire bah, « tiens, moi je vais communiquer dans la presse ou je vais me faire un public reportage ». Ça, c'est strictement interdit par l'entreprise. Mais il y a des entreprises qui vont l'autoriser et donc dans lequel
finalement, allez voir la personne qui était le chef du projet avec qui vous avez travaillé qui a utilisé votre offre de service ou qui a utilisé une solution que vous lui avez vendue. Bah, vous voyez avec lui, vous le mettez en avant à travers une petite vidéo. C'est facile, ça n'a pas forcément besoin d'un coût très très important. On peut très bien, et moi je le fais beaucoup, hein, je prends un iPhone, j'ai acheté un pied à 30 €, je mets mon iPhone sur mon pied, j'enregistre un témoignage, je fais un petit peu de montage de vidéos, j'utilise ça sur les réseaux sociaux et ça met en avant le sujet, ou alors je mets en avant ce témoignage sur le site internet de Microsoft et ça me permet quelque part de valoriser mon client et du coup, quelque part, de capitaliser sur ce témoignage comme étant un succès, entre guillemets. Voilà. L'offre de service peut être aussi une offre parce que le prix est très attractif ou parce que votre offre de service va s'appuyer sur des mécanismes ou sur des optimisations que vous auriez fait ou des outils que vous auriez développés qui permettraient d'aller plus vite et du coup de consommer moins de jours hommes dans sa réalisation, dans l'exécution de cette offre, et du coup de faire une économie au client en disant, voilà, la plupart des gens vont vous dire que faire un audit d'accessibilité, il faut compter 30 jours. Moi, j'ai un outil, j'ai des gens formés à travers cet outil, je vous sors en fait quelque chose en 10 jours. Et du coup, forcément, économiquement parlant, ça coûtera moins cher au client. Et si vous lui dites, moi je le fais en 10 jours et en plus j'ai certains clients qui ont déjà mis en œuvre cette offre de service avec succès, ça leur a permis derrière de rendre accessible leur site internet, là typiquement vous êtes super crédible et super audible. C'est je paye moins cher, j'ai une solution avec des clients qui témoignent sur le fait que ils ont acheté la solution et ça leur a permis d'atteindre leur objectif. Et j'ai la possibilité éventuellement de prendre des références auprès de ces clients-là qui sont OK pour communiquer sur le succès du projet. Donc, tout va bien, ils signent avec vous et ils vous achètent votre offre de service. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou je continue? Pas d'autres questions. Alors, je continue. Si on continue, alors, la compétition, comment est-ce qu'on peut benchmarker finalement la solution que l'on a? Et pourquoi c'est important finalement de benchmarker cette solution? Quelque part, si on ne connaît pas ses concurrents, ça peut être un problème parce que vous avez une offre de service, vous avez un produit, vous avez quelque chose, forcément un acheteur, quelqu'un qui va prendre la décision d'acheter votre solution, lui, il va éventuellement aller sur des salons, il va aller sur des sites internet, il va faire du bouche à bouche, ça marche bien le bouche à bouche aussi. Vous avez, je ne sais pas, un référent numérique dans une entreprise, lui, il ne travaille pas seul, il a d'autres collègues dans d'autres entreprises qui ont le même job que lui. La plupart du temps, les gens se connaissent, parlent, tiens, j'ai besoin d'adresser tel sujet, je t'appelle au téléphone, est-ce que tu peux voir, toi, tu as mis quoi en place? Est-ce que tu as testé 2 ou 3 solutions? Laquelle a été la mieux? Souvent, on se prend un avis aussi par ses contacts. Et donc, voilà, c'est important de se démarquer, en tout cas, par rapport à ses concurrents. Il faut, quand on va dire, je veux comparer l'ensemble des solutions, il faut la comparer sur des critères qui sont les critères sur lesquels vous allez, vous, devoir insister sur la communication. Si vous n'êtes pas bon sur un sujet donné, vous n'allez peut-être pas vous comparer par rapport à vos concurrents sur ce critère-là. En tout cas, ce n'est pas là-dessus que vous allez communiquer. Vous allez peut-être effectivement le benchmarker pour vous assurer et vous dire, mince, je suis en retard sur ce sujet-là, donc il va peut-être falloir que je mette des moyens pour pouvoir corriger le tir et me mettre au moins au même niveau que mes concurrents. Par contre, les éléments importants, c'est les points forts et les axes de différenciation. C'est moi, ma solution, elle est meilleure que les compétiteurs sur tel et tel point. C'est moins cher, ça prend moins de temps, c'est plus efficace, j'ai des fonctionnalités que les autres n'ont pas, j'ai déjà des projets qui ont été signés et qui se sont déroulés avec succès. Tout ça, c'est des axes de différenciation parce que peut-être que vos concurrents, eux, ils n'ont pas de référence. D'où la difficulté d'ailleurs de temps en temps si vous attaquez des grandes entreprises, parce que quand vous attaquez des grandes entreprises en tant que client, la plupart des entreprises vont vous dire je ne vous référencerai pas parce que vous êtes trop petit, ou alors est-ce que vous pouvez me donner des arguments
pour que je sois capable de vous référencer en interne avant d'acheter votre solution. Et vos meilleurs arguments, c'est le fait d'avoir réussi un projet avec succès et d'avoir un témoignage d'un client qui peut en parler. Voilà. Donc, se démarquer, c'est ça qui est important. Et puis, dans les axes de communication, c'est ce que j'ai un peu cité tout à l'heure, il faut choisir aussi un peu ses batailles. Et donc, l'axe dans lequel vous allez communiquer est important parce que si vous dites, voilà, je me démarque par le fait que ma solution, elle intègre telle chose et pas mon concurrent, après, la fonctionnalité en question ou l'offre de service qui a été créée, peut-être qu'on peut l'orienter dans un thème. Ça peut être un thème autour du RSE, ça peut être un terme autour, je sais pas, d'une thématique, entre guillemets, qui va toucher de près ou de loin le décideur, parce que c'est un axe sur lequel il a une sensibilité. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. Alors, les actions que vous allez mettre en œuvre, j'en ai mis un certain nombre en fait sur le slide. Donc, je vais en lire quelques-uns. Donc, j'ai parlé des événements physiques, hein. C'est des événements que vous pouvez être amené à organiser. Vous pouvez très bien, à un moment donné, vous dire « Bah oui, mais organiser un événement physique, ça a un coût. Mais si vous avez des partenaires, peut-être qu'à 2, 3, 4 structures, vous pouvez chacun mettre un peu d'argent sur la table et du coup louer un lieu qui sera copartagé, qui sera cofinancé et dans lequel vous allez pouvoir chacun avoir votre part, entre guillemets, de communication. Donc, c'est quelque chose, voilà, moi souvent j'ai des acteurs qui m'appellent en disant tiens, et si on faisait un salon sur la dyslexie par exemple dans l'ouest de la France, on m'a appelé, il y a 4, 5, 6 personnes qui étaient très intéressées. Finalement, on va louer un lieu et puis on va organiser l'événement. Et puis, ça nous permettra, ça sera l'occasion de communiquer sur les réseaux sociaux, avant l'événement, pendant l'événement, après l'événement. Voilà. Le deuxième sujet dans les outils, la participation à des salons. Donc là, ce n'est pas des salons que vous organisez, c'est votre participation à des salons existants. Et là, il faut mesurer, comme je le disais tout à l'heure, coût versus bénéfice. Quelle est l'audience du salon? Et souvent, d'ailleurs, quand on regarde la location de stands, les gens qui organisent les salons vous disent moi, j'ai tant de visiteurs. Et après, il faut avoir un découpage sur ces visiteurs pour savoir quelle typologie de visiteurs viennent. Si les visiteurs ne correspondent pas à la cible que vous avez, certes, vous allez être présent, mais vous risquez d'avoir très peu de personnes qui viennent vous voir. Vous risquez vraiment d'avoir un échec en termes de communication, en tout cas une perte de temps. Et du coup, vous n'aurez quasi pas de prospects, vous aurez juste perdu de l'argent. Donc, à un moment donné, c'est choisir ses batailles et se dire, ce n'est pas la peine qu'on participe à tous les salons de la Terre pour être présent, mais peut-être 1 ou 2 dans l'année, qui sont les salons sur lesquels je vais pouvoir, moi, m'assurer que je vais pouvoir communiquer. Ça peut être aussi des prises de parole dans ces salons, participer à une table ronde, voilà, parce qu'on a une crédibilité sur un sujet. Campagne de mail. Voilà, ça c'est quand on a déjà une communauté avec des abonnés à une newsletter, ça peut être intéressant de faire une campagne de mail, de créer une newsletter régulière, donc pour pouvoir communiquer sur sa solution, sur ses témoignages clients, etc. On a parlé tout à l'heure rapidement des influenceurs et des types d'influenceurs qu'on peut avoir. Il y en a dans tous les domaines. Il y a des influenceurs qui coûtent excessivement cher. Il y a des influenceurs qui sont des influenceurs qui ne coûtent pas forcément d'argent, mais qui ont quand même une certaine crédibilité et donc que l'on peut être amené à solliciter. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller se dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre la parole pour représenter mon produit, qui pourrait prendre la parole pour représenter mon offre de service et qui aurait voilà, une certaine audience en fait sur les réseaux sociaux ou sur son réseau. Voilà. Si je prends mon cas particulier, j'ai une audience de 250 ressources humaines de la plupart des grandes entreprises. Je peux assez facilement être sollicité par une structure qui me dit tiens, moi j'aimerais bien justement adresser les référents handicap d'entreprise. Ça peut être, moi je peux très bien dire ouais, votre solution elle m'intéresse, j'ai envie de la mettre en visibilité, j'ai envie de participer à une communication conjointe, go, allons-y gaiement, quoi. Les réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé. Les vidéos, ça a beaucoup d'impact et ça peut être fait avec des petits moyens comme ça peut être fait avec des moyens très professionnels.
En tant que TPE, on ne va pas tout de suite prendre des billets pour aller à la Martinique faire un tournage sur une île avec un joli sable blanc et des cocotiers. Mais par contre, se mettre dans une salle avec un fond un peu sympa ou dans un cadre un peu sympa, même avec un iPhone ou un téléphone ou un appareil photo raisonnablement de qualité, prendre une petite vidéo, bah, ça se fait très très bien et ça peut permettre d'avoir une belle audience. Voilà. Exemple d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo pour l'école Schema. J'ai publié une photo parce que mon fils faisait son entrée en fait dans cette école. Il a halluciné quand il m'a vu dans l'amphi, il a pris une photo, il me l'a envoyée. Je l'ai communiqué sur les réseaux sociaux. J'ai eu 42 000 vues aujourd'hui, alors que habituellement je fais 15 000, 20 000 vues, quoi. Donc typiquement, bah, ça permet d'avoir une grosse visibilité, même sur quelque chose qui n'est pas forcément que lié à votre image, qui n'est pas lié forcément à votre thématique, mais ça vous donne de la visibilité. Voilà. Un exemple aussi, tout bête, hein, à un moment donné, il y a quelques années, j'avais une petite peluche qui avait un t-shirt Microsoft Office. Je l'ai pris en photo, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, il a fait 15 000 vues. C'est une image enfantine, sympa, qui véhicule votre produit avec un petit t-shirt, votre logo, un truc qui se démarque et qui vous permet quelque part de capter une audience. Alors, il ne faut pas que ça soit pris en dérision par rapport au message que vous voulez faire passer, mais le simple fait d'avoir quelque chose de sympathique qui se raccroche à votre marque, bah, ça peut avoir un impact. Les campagnes d'affichage, ça peut être cher, ça nécessite de faire de la création, mais ça peut être intéressant dans certains contextes. Donc, on n'est pas forcément dans les 4x3 du métro, hein, mais des petites campagnes d'affichage localisées à l'occasion de certains événements, pourquoi pas. Ah tiens, j'ai mis 2 fois Escape Game sur mes slides, donc j'en ai un de trop. Hop, je l'enlève. Oui, ça peut être aussi d'organiser quelque chose de ludique. Alors j'ai mis le mot escape game volontairement parce que c'est quelque chose qui donne envie aujourd'hui, mais voilà, un escape game qui mette en musique la solution, l'offre de service, quelque chose d'un peu ludique, qui donne envie en fait aux clients de s'engager ou aux prospects de s'engager par rapport à votre solution. Voilà, ça peut être un moyen différent, entre guillemets, de présenter votre solution et donc de donner envie en fait, d'aller plus loin. Et donc, c'est ça l'ambition. C'est vraiment d'avoir quelque chose de différenciant et qui donne envie. Et puis après, vous pouvez avoir aussi, bah, sur votre site Internet, il faut obligatoirement que vous ayez quand même un site vitrine. Alors, site vitrine, hein, ça va de simplement l'achat d'une URL avec quelque chose d'extrêmement basique, une page d'information qui présente votre structure, jusqu'à quelque chose d'un peu plus construit et qui contient des services en fait, dans lesquels on va accéder à vos différentes offres, vos différents produits, la possibilité de vous contacter, l'actualité que vous avez aujourd'hui. Voilà. Bon, donc pour ça que je parle de web événementiel, c'est le fait d'avoir un site web qui n'est pas que statique, c'est-à-dire à un instant T, vous pouvez dire, tiens, je vais voir un développeur ou je vais voir quelqu'un qui va m'aider à développer un petit site internet rapidement sur un coin de table pour avoir au minimum une présence sur le web. Quand je parle de site de web événementiel, ça veut dire que vous êtes en capacité d'animer régulièrement le site internet par de l'information, une image, un texte qui permettent de valoriser ce que vous faites et de montrer que votre solution, elle n'est pas morte, quoi. Parce que le pire en termes de communication, c'est de communiquer fortement à un moment donné, et puis dans les 6 mois, 1 an qui suivent, ben, plus rien ne se passe, plus aucune communication, plus de réseaux sociaux, pas de mise à jour sur le site internet. C'est limite si les clients et les prospects ne disent pas que la structure, elle est morte, en fait, hein. Donc, c'est important d'avoir une actualité. Alors, les employés. Alors, quand on est une TPE, on n'a pas forcément beaucoup d'employés, mais pour une petite PME, on a des employés. Ce qui est important, c'est que finalement, alors l'audience que vont avoir les gens de votre... Alors, j'ai quelqu'un qui a... Donc, si vous pouvez le couper, merci beaucoup. Voilà, j'avais un petit écho, ouais, désolé. LinkedIn dit que les employés ont en moyenne 10 fois plus de contacts que les entreprises sur leur page. Ça veut dire que, bah, effectivement, un employé, alors, ce n'est pas un employé qui a 10 fois plus de contacts, c'est l'ensemble des employés. Si on somme l'ensemble de ces employés et le nombre de contacts que chacun a cumulé,
on a 10 fois plus de contacts à travers le réseau des employés qu'à travers l'entreprise en elle-même. Alors, mis à part peut-être le fait d'avoir une entreprise, une grosse entreprise qui a voilà, une très forte visibilité, je ne vais pas forcément dire ça d'une très grosse structure. Mais si on regarde un peu les employés, ben, ils ont plein de contacts et ces contacts sont potentiellement des consommateurs, sont potentiellement des prospects, sont des gens qui vont être intéressés par vos produits, vos solutions, vos services, vont peut-être eux-mêmes connaître d'autres personnes qui sont intéressées par vos sujets. Donc finalement, le fait aussi de demander et de s'appuyer sur les personnes qui travaillent avec vous pour véhiculer aussi sur les réseaux sociaux un certain nombre de messages, ça peut être important. Voilà. Après, il ne faut pas véhiculer n'importe quel message, mais en tout cas, à partir du moment où c'est bien orchestré, eh ben, quelque part, ça va être assez efficace. Alors, quels moyens est-ce que vous allez mettre en œuvre? Alors, je me laisse encore 5 minutes pour finir la présentation, puis après, on va passer à de l'interaction. Les moyens, ça peut être un budget. Ça peut être des moyens humains, ça peut être les partenaires, et encore les moyens humains, décidément. J'ai fait ma présentation un peu rapidement, désolé. Voilà, les moyens hein, vont globalement se résumer entre la sollicitation à des ressources que vous avez dans l'entreprise ou des gens qui peuvent vous aider à communiquer, de l'argent que vous pouvez mettre sur la table pour acheter des mots-clés, pour payer une agence, pour payer une agence graphique ou un stagiaire qui va vous construire vos éléments de visibilité. Ça peut être un bon moyen aussi, hein, d'ailleurs, quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens budgétaires, de se dire ben, je vais aller taper à la porte d'écoles pour aller trouver des gens qui vont chercher des stages. Certaines personnes vont être plus à même de préférer une toute petite structure pour aller faire un stage plutôt qu'une très grande entreprise dans laquelle ben, il va être très mal considéré et puis il aura beaucoup moins de choses intéressantes à faire. Plus on a une petite structure, plus on doit être, on va dire, couteau suisse. Hein. Et je pense que, moi je l'ai vécu, j'ai travaillé dans des petites structures, j'ai travaillé après dans des grosses structures, mais effectivement, dans une petite structure, on a moins de lourdeur liée à de la validation, liée à des processus, liée voilà, à une obligation voilà, de l'entreprise sur les aspects communication. Et donc, le fait de dire, tiens, je vais prendre un petit stagiaire 3 mois, 4 mois, ça ne va pas me coûter très cher et ça va me permettre voilà, éventuellement de travailler mon marketing, de travailler mon plan de communication ou de faire le community manager pendant cette période-là, ça peut être un bon moyen aussi de s'en sortir. Et puis, bon, voilà, les partenaires aussi sont un autre moyen. Quand? Alors, est-ce que vous avez un planning? Évidemment, le planning des actualités, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, les JO, par exemple, c'est une actualité. Il y a d'autres actualités. Par exemple, nous, Microsoft, on va fêter les 40 ans de Microsoft France le 1er avril prochain. Typiquement, forcément, on va surfer sur cette actualité pour communiquer, pour mettre en avant ce qu'on a fait sur ces 40 ans. Et c'est un bon moyen aussi d'animer en fait sa communauté de fans. Parce que voilà, les gens vont se dire « Ah, je me souviens, moi, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, j'ai connu Microsoft. » Et donc, de surfer sur cette thématique-là. On a d'autres structures hein, qui font des anniversaires réguliers. Donc, ça peut être intéressant de surfer sur un anniversaire ou de surfer sur l'anniversaire d'un client ou d'un partenaire. Ça peut être aussi intéressant de le faire. Le planning, hein, il faut enchaîner logiquement les actions. Hein, donc, le fait de dire oui, j'ai une campagne sur le web, mais elle est complètement dissociée de ma campagne d'affichage, qui est dissociée de ma campagne d'animation de mon site internet, ça ne va pas aller. Il faut avoir une continuité, il faut avoir un enchaînement logique, il faut y aller progressivement et il faut dans sa campagne de communication avoir un point d'orgue, un moment particulier dans lequel ça va être finalement là où on va être à l'apogée de sa communication. Si on prend un exemple, je décide dans 6 mois d'organiser un gros événement avec des partenaires, on va louer un endroit et on a prévu de communiquer, de faire venir des influenceurs, etc. Donc c'est le moment, c'est le point d'orgue que l'on a décidé d'orchestrer. Et donc on va, pendant les 6 mois en question,
faire un certain nombre de choses qui vont nous permettre, petit 1, déjà de pré-communiquer sur le fait qu'on a une problématique que l'entreprise adresse. Ça peut être une offre de service, ça peut être la création d'une solution, etc. Et dans 6 mois, il y a quelque chose qui va nous permettre de taper un grand coup. Voilà. Et donc, on va utiliser ces 6 mois pour recruter davantage de prospects, pour communiquer éventuellement sur les réseaux sociaux régulièrement. Tous les mois, on va faire H-5 mois, H-4 mois, H-3 mois. Alors, peut-être pas, voilà, peut-être pas aussi longtemps à l'avance, peut-être qu'on va communiquer que 2 mois à l'avance sur l'événement, mais en tout cas, on va recruter ses fans et puis on va être capable d'avoir du monde. On va aussi, bien entendu, assez longtemps à l'avance communiquer sur la date de l'événement pour que les gens aient le temps de bloquer leur agenda pour venir. Parce que si on communique 2 semaines à l'avance, on n'aura personne. Si on communique 6 mois à l'avance, les gens vont pré-booker, mais ça ne servira à rien parce que c'est trop tôt. Par contre, si on communique 1 mois avant, 1 mois et demi avant, ça laisse le temps aux gens de bloquer leur planning et de se dire « Ah ouais, j'irai à cet événement-là, moi ça m'intéresse, j'ai envie de voir ce qui s'y passe ». Et donc, il faut avoir évidemment, dans ce type d'événement, il faut faire du teasing, il faut lâcher quelques informations sur en quoi l'événement va être différenciant, en quoi, etc. Et puis, peut-être qu'on va compléter ça par de l'actualité sur son site internet, peut-être que voilà. Donc, mais il faut en tout cas avoir ce planning avec un enchaînement logique et puis mesurer comment vous allez mesurer si vous êtes efficace ou pas. Je ne sais pas, si vous mettez un formulaire d'inscription pour venir à un événement, bah, vous allez très vite voir si le nombre d'inscrits est suffisant. Si vous utilisez, il y a plein d'outils de mesure qui permettent de voir voilà, combien de personnes ont vu votre post sur un réseau social, bah, typiquement, ça va vous permettre de voir quelle est votre audience, entre guillemets. Et donc, vous allez aussi intégrer ces éléments de mesure dans votre planning en disant, à telle date, on doit avoir tant de followers, ou à telle date, on doit avoir tant d'inscrits, ou à telle date, on doit avoir… Voilà. Et puis, si vous n'y êtes pas, il sera toujours temps dans le planning d'intégrer peut-être des actions complémentaires de communication pour faire venir peut-être une audience qui n'était pas encore venue. Donc, il est encore temps de modifier, de faire aboutir le planning. Donc, vous allez mettre les grands jalons dans votre planning et puis vous allez rajouter des éléments de mesure qui vont vous permettre de voir si vous allez effectivement dans le mur ou sinon, si vous allez vers le succès de ce que vous avez prévu. Sur la partie marketing, j'ai fini. J'ai un tout petit axe sur la création d'applications numériques, mais j'ai vraiment un seul slide parce que ce n'était pas vraiment l'objet du sujet. Mais dans effectivement la création d'un plan d'action, d'un plan numérique, entre guillemets, on va aussi considérer les développements qu'on peut être amené à faire avec des sujets autour d'innovation digitale, autour de la conception universelle. Et on a fait une session déjà avec HUP sur la conception universelle, et puis évidemment des sujets autour de développement accessible, bien entendu, avec potentiellement des partenaires. Et puis on a des partenaires chez HUP qui sont spécialisés sur le sujet, qui peuvent devenir vos partenaires pour développer des sites internet accessibles pour votre cible client. Voilà. Volontairement, je m'arrête là. On a mis déjà un peu plus d'1 heure sur la présentation. Je vais couper en fait le partage. Et n'hésitez pas du coup maintenant à prendre la parole, à échanger, et puis à poser des questions ou peut-être à partager des expériences en termes de choses que vous auriez fait en termes de communication qui auraient marché ou qui n'auraient pas marché pour donner en fait envie aux autres de réagir aussi. Qui veut se lancer? Je vais activer mon micro. Je vais activer le micro. Arnaud, vous vouliez prendre la parole? Non? Si, voilà. Donc, oui. Je voudrais savoir, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait, oui. Je voudrais savoir, dans le cadre de mon entreprise de dépannage informatique à domicile, comment je peux faire pour communiquer efficacement? Alors, je pense qu'il y a déjà un sujet important. C'est un sujet, pour moi, le point de départ. Si vous n'avez pas encore fait de communication, je pense que le point de départ, c'est, à mon sens, vous créez au minimum une page web, si vous ne l'avez pas déjà, sur laquelle vous présentez votre structure et vous présentez les offres que vous avez.
D'accord. Je pense que ça, c'est important. Il y a des offres du marché pour créer des pages web qui sont très simples à mettre en œuvre. On n'a pas forcément besoin d'être un développeur pour développer un site Internet. Il y a des offres qui proposent à des tarifs assez réduits de quelques euros la création en fait d'une page avec votre offre, avec votre service, avec comment on vous contacte, comment on réserve en fait un service de dépannage. C'est en cours. Pardon ? C'est en cours. Oui, donc il y a vraiment ce sujet-là. Et puis, il ne faut pas oublier par rapport à ce sujet, potentiellement la localisation. Parce que, évidemment, si vous êtes dans une région particulière, vous n'allez pas aller faire un dépannage peut-être à l'autre bout de la France, sauf si vous proposez des dépannages à distance. Mais le reste, voilà. En fait, il faut regarder effectivement sur votre façon de communiquer, si vous communiquez localement ou si vous communiquez plus largement. Donc, si je communique localement, il faut bien mettre la zone sur laquelle les dépannages peuvent se produire. Exactement, ça veut dire qu'il faut que sur ce site internet, les gens se disent, ben voilà, c'est un service qui est proposé dans la région, alors je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Dans la région lilloise. Voilà, voilà, par exemple, autour de Lille, vous allez, j'aurais pu vous solliciter, j'ai mon fils qui est à Lille et qui avait un problème informatique l'autre jour, donc j'aurais pu faire appel à vous, typiquement. Non, mais effectivement, ça veut dire qu'il faut que vous ayez sur votre site internet le fait que voilà, vous couvrez cette zone. Oui. Donc ça, c'est important. Après, je pense que c'est intéressant de communiquer sur les réseaux sociaux et de voir par rapport aux services que vous proposez de dépannage à domicile, finalement, les gens qui vont avoir besoin de votre service, c'est forcément des gens qui, à un moment donné, ont acheté un ordinateur. Oui. Et donc, il peut être intéressant d'aller faire le tour des boutiques informatiques que vous avez dans votre zone géographique, de façon à leur dire, est-ce que je peux vous donner un petit flyer parce que j'ai un service de dépannage à domicile, vous ne le faites pas forcément, et donc vous pourriez très bien le communiquer quand vous vendez des machines. Et puis peut-être vous pouvez avoir un truc win-win en disant, si vous m'amenez un client, il peut y avoir un échange de bons procédés, entre guillemets, par rapport à ça. D'accord. Ou alors peut-être dire, moi, quand je dépanne, de temps en temps, je vais tomber sur une panne matérielle. Il va falloir acheter du matériel. Donc, moi, je vous demande de communiquer auprès de vos clients sur le fait que le service existe. Et moi, en contrepartie, si j'interviens chez les clients et qu'il y a un problème matériel, j'achète le matériel chez vous pour pouvoir dépanner. D'accord. Vous voyez, il faut que ça soit un win-win. En fait, j'ai déjà fait ça, mais ils ont refusé. Ils ont refusé parce qu'ils ont des services équivalents ou pas? Non, parce qu'aucun ne se déplace à domicile, mais ils ont refusé de faire de notre partenariat. J'ai proposé de les envoyer chez eux en cas de problème que je ne pouvais pas résoudre, genre problème électronique, et qu'ils m'envoient des clients pour dépannage à domicile, mais ils n'ont pas voulu. Après, s'ils ne veulent pas réellement rentrer dans un mode de partenariat comme ça, il faut voir s'ils sont OK pour éventuellement ne serait-ce qu'afficher votre offre dans la boutique, dans le magasin. Ça peut être quelque chose entre guillemets qui peut aussi être intéressant. Ou alors, si vous ne réussissez pas, alors c'est plus compliqué avec des grandes enseignes parce que vous avez un service qui forcément est petit. Si vous allez taper à la porte de la FNAC en disant est-ce que vous pouvez afficher mon flyer de dépannage à domicile, peut-être qu'effectivement avec ce type de structure ça ne passera pas. A contrario, si vous allez sur des petits points de vente, peut-être que ça sera plus facile. Pour ne pas les citer, c'est matériel.net. Oui, bon, voilà. Après, il faut aller chercher les influenceurs en disant, vous pouvez très bien derrière faire un post sur les réseaux sociaux en disant, c'est dommage, j'ai sollicité @matériel.net pour proposer mes services de dépannage à domicile dans la région de Lille. Déjà, vous les alertez, eux, qu'ils ont refusé, mais la personne que vous avez rencontrée, ce n'est pas forcément le décideur. Non. C'est peut-être la personne, voilà, vous avez rencontré un vendeur, vous avez rencontré la personne qui était sur le point de vente. Peut-être qu'en rebond, dans la mesure où vous avez tagué matériel.net, vous aurez quelqu'un de matériel.net qui dira « Ah mais attendez, expliquez-moi ce que vous proposez. Moi, je vais appeler le magasin de Lille, le magasin de tel ou tel endroit pour corriger le tir. » Et ça arrive. Oui, c'est bien. C'est une bonne idée. Et donc, ça vous permet quelque part, finalement, de vous mettre en visibilité parce que tous les gens qui suivent
matériel.net vont potentiellement voir votre poste. Et donc, si je suis acheteur chez matériel.net, que je les suis sur les réseaux sociaux et qu'on les interpelle en proposant une offre, bah, ça vous donne de la visibilité sans même que matériel.net réagisse. Vous voyez, il y a des moyens de se faire voir, entre guillemets, sans que ça coûte très cher. D'accord. Juste en essayant de réfléchir, en disant, ben, voilà, qui est l'audience qui va acheter. Alors après, sur un service de dépannage à domicile, après, vous pouvez très bien aussi dans les cibles, parce que vous allez avoir peut-être des personnes âgées qui achètent du matériel, passer par des clubs de personnes âgées qui ont peut-être plus besoin de dépannage que des jeunes qui vont, eux, bidouiller, être capables d'aller dans un point de vente, acheter le matériel qui va bien, ils font leur dépannage eux-mêmes, ils ne vous solliciteront pas. Le côté dépannage à domicile, ça veut dire que vous allez dépanner des gens qui peut-être ont des difficultés de mobilité. Oui, tout à fait. Et donc peut-être le fait d'aller, je ne sais pas, voir s'il y a des associations de personnes âgées ou des EHPAD ou des gens qui utiliseraient du matériel informatique qui potentiellement pourraient vous solliciter en termes de clientèle. Oui. Voilà. OK. Après, vous pouvez aussi vous rapprocher de la ville parce que souvent, il va y avoir des annonces dans des parutions qui peuvent être des parutions qui sont laissées voilà, dans les mairies, qui sont laissées dans différents endroits, sur lesquels vous pouvez communiquer aussi. Alors, Entreprise, oui. depuis, ils ne veulent pas poursuivre. En fait, il n'y a que… D'accord. Après, c'est du payant. Après, ce n'est pas possible. Oui, OK. Ouais. Bah après, si, un moyen de surfer, du coup, c'est d'avoir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, finalement, de faire évoluer votre service pour dire, oui, mais là, moi, j'ai plus la même structure, j'ai une structure qui apporte un service complémentaire que vous n'auriez pas eu au départ. Oui. Ah, vous voyez, il faut toujours casser le modèle en se disant, c'est quoi ma façon, moi, d'aller plus loin, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, il faut trouver. Et là, si on reprend ce que je vous ai présenté là, dans la présentation, c'est effectivement trouver les partenaires. Alors, vous dites que les boutiques, effectivement, ne veulent pas. Mais peut-être qu'il n'y a pas que matériel.net. Vous voyez, moi, je regarde mon fils qui a acheté un ordinateur la semaine dernière à Lille. Il a été dans une boutique qui est dans le Vieux-Lille. Il n'a pas été dans une grande enseigne. D'accord. Et donc, c'est peut-être ces petites enseignes-là qu'il faut aller voir. Oui, absolument. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, pardon. Non, mais vas-y, Lucie, justement, c'est ce que j'ai. Non, je relançais s'il y avait d'autres questions. Voilà, il nous reste à peu près 10 minutes, mais on a le temps de parler d'une autre problématique si besoin. Ou un autre témoignage, ou n'hésitez pas. Ou des éléments complémentaires, hein, parce que moi, dans ma présentation, j'ai été, entre guillemets, assez générique par rapport à ce que moi, je vis en tant que communicant chez Microsoft, puisque je fais beaucoup, du coup, de marketing et de communication, en fait, autour de l'accessibilité numérique. Donc, j'ai une expérience autour de ça, même si ma formation, ce n'est pas du tout une formation de marketeur. Je suis plutôt une formation d'ingénieur. Mais si des gens ont vu des choses des choses qu'on pourrait… Alors moi je peux d'ailleurs citer un petit sujet sur un marketing efficace. On va parler d'une accroche. C'est quoi l'accroche? C'est quoi comment, en une phrase, vous présentez votre entreprise? Ça, c'est important. Parce que c'est ce qu'on va mettre sur une plaquette, c'est ce qu'on va mettre sur un site internet, c'est ce qu'on va mettre quand on fait faire un salon. Voilà. Arnaud, je suppose que du côté de Lille, il doit y avoir aussi des moments importants sur lesquels, je sais pas, des événements autour de salons informatiques ou autres qui peuvent exister, sur lesquels ça peut peut-être valoir le coup de surfer. Je ne sais pas si ça existe. Et c'est justement ce que j'ai noté par rapport à votre présentation et que je vais mettre un point d'honneur à me mettre dessus. Oui. Les salons, je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe par ici. D'accord, ouais, ça peut être des choses intéressantes, ouais. Oui. Ouais, sur Villeneuve d'Ascq, sur Lille, il doit y avoir des choses dans la région quand même. Ouais. Bon, après, pendant la braderie, je ne suis pas sûr que ça soit. Non. Puis c'est passé. Et puis c'est trop générique.
vous seriez vendeur de moules, ça aurait été complètement différent. Ouais, mais c'est pas trop mon marché. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du coup qui voudraient se démuter et puis échanger? Sans ça, on va clôturer, hein, si je n'ai pas d'autres témoignages. En tout cas, j'espère que la présentation puis les éléments que j'ai partagés vous auront plu. De toute façon, il y a un enregistrement de la session, donc Lucie vous partagera tout ça, ou Virginie, je ne sais pas laquelle des deux s'en occupera. Oui, l'une ou l'autre, en tout cas, vous l'aurez. Il n'y a pas de souci. Et puis, comme d'habitude, un énorme merci à Aurélie, parce que, voilà, je parle très vite, je dis beaucoup de choses, et donc, je pense que, voilà, signer, c'est toujours un challenge. Aurélie aura mal au bras, je crois. Ouais, et puis elle n'a pas de remplaçante, donc c'est compliqué. D'habitude, c'est plutôt des sessions d'une demi-heure, voilà, alors que là, elle assume l'heure et demie complète. Donc là, franchement, un grand bravo. Merci Aurélie. Merci Aurélie. C'est vrai. C'est sa séance de gym, Aurélie. C'est ça. Voilà. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, comme l'a Je vous fais proposé gagner 5 Philippe, minutes. on clôture. Voilà. Il y a des personnes qui te remercient dans le chat pour cette présentation intéressante. Merci à tous pour votre participation. Donc on vous enverra le replay par email ainsi qu'un questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Et pour vous informer du prochain qui est prévu, ce sera le mardi 18 octobre. Donc, toujours même horaire jusqu'à la fin de l'année. On les fait de 16h à 17h30. Ce sera sur l'accessibilité web. Et donc, on vous enverra également le lien pour vous inscrire au prochain atelier si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup à Aurélie. Merci beaucoup à Philippe. Et à très bientôt. Merci, À bientôt. Avec plaisir, merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir, merci. Au revoir.